Bon, on devait la faire sur le bateau, cette intro, et bien évidemment, on n'a rien filmé. Alors, on commence ici, dans la Médina de Sousse, et franchement, c'est probablement mieux comme ça. Voilà une petite semaine que nous sommes arrivés en Tunisie. Alors, la traversée Palerme en Sicile jusqu'à Tunis, c'est vraiment très bien passé. Et on a été accueillis par les fameuses formalités douanières. Alors, comment vous dire, c'était un peu le folklore. Rien n'est annoncé, tout s'est fait un peu au feeling. Disons que ça nous a tout de suite mis dans l'ambiance locale. Un mélange d'organisation mystérieuse et de bonne humeur locale. C'est en Tunisie que l'on lance officiellement ce nouveau chapitre. On part pour minimum 3 mois, alors sans plan rigide, juste le camion, la route et ce que le pays va nous réserver. Bienvenue dans cette nouvelle virée, on démarre à Sousse et après on verra bien où le camion veut bien nous emmener. حب نطير ونطير الفوق يحبوا يقصوا لجناحي قولي ذكراني مخنوق ومنك طالب اسماحي هما كلها موحلة دق 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 كلها تشوف الدنيا كحلة سحرة قحلة دق 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 باش تشوف الدنيا أحلى والحومة مفحلة دق 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 تستنى في عسل النحلة صبورة كحلة هزنا الطيار ورمنافع قبل رحلة ضايع بين الحيوت وما لقيتش بلاصة حومة بين بلاد الهوت يما خلوني بالشيخة مسموت وحكموا ناس الراقة والكراسي بالهبوط نحب نشد الروت ونقلب المناظر نقلب وجهي من هنا يما ما نحب نعيش الأحياء بالموت نوفا كيما ولد الجارة بالشيخة بلا يا ليلي ويا ليلى وش باش نشكيلك يما وقالوا لي ليلى صغير وفي قلبي غمة حب نطير ونطير الفوق يحبوا يقصوا لجناحي قولي ذكراني مخنوق ومنك طالب اسماحي ريوس الرجالة ميلة رزنط بالتخمام وبالشيخة المخاخة مبيلة ولاد الحومة اشواتنا مقيلة شرف العينين بالخير ماهيش مستفيلة حبوا يسوقونا كيف الزيلة ومربط في زريبة وخطوة السكينة مكيلة يحبوك بري ما عندك شي عائلة نعيشوا في سيستم حكمه ولاد المتحيلة Alors, c'est quoi exactement une médina? La médina, c'est tout simplement la vieille ville d'une cité nord-africaine. Bref, c'est le cœur historique, le vrai, celui qui raconte la vie d'avant. Dedans, on y trouve toujours les mêmes éléments, des ruelles étroites, des maisons serrées les unes contre les autres, des marchés, des artisans, des mosquées et parfois une forteresse. C'est la partie la plus ancienne, celle qui a été construite bien avant les quartiers modernes. En Tunisie, tu viens pour acheter du pain et tu tombes sur un colisée normal. On se trouve à El Djem. Alors, les habitants ont vu grand, puisqu'il s'agit du 3e plus grand colisée du monde, posé en plein milieu de la ville et capable d'accueillir jusqu'à 30 000 personnes. Alors, c'est brut, immense et presque intact, et on s'aperçoit clairement que les Romains adoraient montrer leurs muscles en construisant grand. Dans cette enceinte, on assistait à des combats de gladiateurs, d'animaux, et on y organisait même de grandes fêtes. Alors, il est resté debout pendant des siècles parce qu'il a servi de forteresse, et même les guerres n'ont pas réussi à le faire tomber. Et la seule chose qui a marqué ce colisée, c'est cette grande brèche dans la façade qui date du 7e siècle lorsque l'édifice servait de forteresse lors d'une révolte locale. Construit en 230 après Jésus-Christ, cet amphithéâtre a pratiquement 2 millénaires d'existence au compteur. Et aujourd'hui, c'est l'un des monuments romains les mieux conservés d'Afrique et classé UNESCO depuis 1979. Construit en 230 après Jésus-Christ, ce géant pouvait accueillir jusqu'à 30 000 personnes et il est toujours là malgré les nombreuses guerres et révoltes qu'il a traversées. وتروقوا تحلى وخدوة أحلى فحلوا فحلى ونذوقوا عسل النحلة وتريق طويلة يما وانا عندي حلمة يما تريق طويلة يما وانا عندي كلمة يما وديقة ديقة 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 وربي معايا وديقة ديقة 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 وما نغزر شورايا
نمشي لبعيد وطريق الشوق غدوة يولي نوار وانا اللي مفرح الماما في العيد وانا اللي كبرت وليت راجل الدار والايام تدور مرة ليك مرة عليك تتبدل الامور اللي خذا منك تعطاك بين ظلمة ونور كان مخك يذويك ماما مون امور ولدك طالب برزاك انا اللي تعبت وانا اللي سفرت وانا اللي نجحت ما جبتش اصفار وانا اللي كيف فاتتني الكار جريت طحت وقمت وانفضت الغبار وانا اللي حلمت غدوة نولي كبير وانا اللي صغير وحقروني الكبار. En quittant la Médina de Sousse et le Colisée d'El Djem, on laisse derrière nous le silence des murs anciens, la pierre, l'ombre fraîche des ruelles étroites. Quelques pas suffisent et l'ambiance change du tout au tout. Avec en fond sonore le piaillement des oiseaux qui piou-pioutent, mêlé au passage des transporteurs bruyants et fumants qui traversent le souk sans jamais vraiment s'arrêter. Nous voilà à Sfax, dans le souk, et ici, tout s'anime. Les voix montent, les étals débordent, les odeurs d'épices. On y sent des odeurs qu'aucune vidéo ne pourra jamais retranscrire, qui prennent immédiatement au nez, mais qui restent en mémoire. Depuis des siècles, c'est ici que la ville vit vraiment, et le souk n'a jamais été un décor. C'est un lieu de passage, de travail et de rencontre. Chaque geste a été répété des milliers de fois et chaque métier transmis de génération en génération. On y discute, on y négocie, on y échange des nouvelles autant que des marchandises. Pour résumer, la Médina garde la mémoire et le souk fait vibrer le cœur de la ville. Et c'est exactement là qu'on comprend une chose, la Tunisie, on ne fait pas que la parcourir, on la ressent. لك في عيد ميلادي لا ففلاح لا عيد لك في عيد ميلادي لا ففلاح لا عيد خير كان جيت في حياتي ولا خير كي مشيت نحكي لك كتواتي وما صاب كان ريت ما صاب كان ريت نجاحي وانت اللي شكيت ما صاب قبلت سماحي طلبت ولين مليت خير كان جيت في حياتي ولا خير كي مشيت بك شي نهار تواتي تيح العين في العين وباب قلبي ما غير ما تدقو كرا 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 ما غير ما تدقو كرا 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 ماذا بيا بعيدة أكبر في عينيا كنت نحبك برشا أنا كان عليا ما نمدش يديا ومديت لك يديا وحبيتك معايا باش تكمل الثنية وضاع وقت نستنى فيك ضاع نستنى فيك وديتني باللي حكيت كنت أكثر نعطيك شوف انتش خليت غلطك يخليك وحدي نحقق في أحلامي غلطك تخليت وغلط اللي حسبتك كيما أمي كيما أختي وخويا شكيت لك من عدويا اليوم وليت عدويا أنا معاك كيما أنا ما عملتش نمرويا وانتي ما عادش انتي من اللي نسيت نمرويا وباب قلبي ما غير ما تدقو كرا 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 ما غير ما تدقو كرا 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 وبعد ذلك تمر يعني زحزوح الكرة الماضية إلى Alors ce qui est plutôt fascinant ici à Sfax, c'est que le souk déborde littéralement hors de la Médina. Les échanges continuent comme si la frontière entre l'intérieur et l'extérieur n'existait pas vraiment. Comme ça là. Un dinar 500. D'accord. Dans le souk alimentaire, l'ambiance est un peu plus chaotique, mais jamais agressive. C'est simplement une énergie différente, plus vivante, plus directe, plus intense. D'habitude, le Sahara, c'est le silence. Mais aujourd'hui, le silence va être troublé parce que le désert va vibrer. On se trouve ici à 12, aux portes du Sahara tunisien, pour assister à un événement totalement à part, le Festival international du Sahara. À l'origine, c'était une fête dédiée aux dromadaires. Et c'est le bon moment pour te faire une dédicace, homme. 2 minutes, on pense à toi.
Donc voilà, ça c'est fait, on peut continuer. Et aujourd'hui, c'est devenu le plus grand festival culturel de Tunisie, organisé chaque année, généralement à la fin du mois de décembre. Pendant plusieurs jours, Douce se transforme en une grande scène à ciel ouvert. On y retrouve tout ce qui fait l'âme du Sahara et de la culture bédouine. Le cœur du festival se déroule dans les arènes et dans le stade. On y assiste à des courses de dromadaires impressionnantes, des fantasias et des démonstrations de chevaux avec des cavaliers lancés à pleine vitesse. Mais le festival, ce n'est pas que du sport, c'est aussi une immersion dans les traditions sahariennes, un véritable événement touristique. C'est un moment où le désert s'exprime et où l'on comprend que le désert ne se regarde pas seulement, il se vit. Bienvenue parmi nous tout le monde. Et donc dans quelques instants, cher public, va commencer la première journée, la 57e session du Festival de Douce. La brigade des mairies de l'armée tunisienne. Et maintenant, cher public, avec l'un des plus beaux tableaux du festival de Douce, le mariage traditionnel, Al-Ars Taqlidi, le palanquin qui accompagne la mariée, Al-Hawali, Al-Hafalat, Al-Jahfa, Al-Farsan. Et donc le groupe folklorique, les filles avec leur magnifique habit traditionnel qui escortent la mariée. Alors ici, le sable s'étend à perte de vue, donc on est venu pour rouler, pour explorer, pour suivre des pistes qui n'existent sur aucune carte. Aujourd'hui, pas de route, pas de limite, juste le désert tunisien, nos quads et l'envie d'aller voir ce qu'il y a derrière les prochaines dunes. Low key, ooh, slowly, yeah, ooh, yeah, yeah, ooh, eh, eh, low key, ooh, slowly, slow step, tight swing, no words, no, just move, yeah. Low key, slow heat, yeah, yeah. Ooh, eh, eh, low key, slow heat,
Alors on a laissé derrière nous le bruit, les odeurs, les couleurs. Et puis la route nous a fait glisser vers un autre monde, Zarzis. Ici à Zarzis, on n'achète plus, on fabrique, on entretient, on restaure. Bienvenue dans un endroit hors du temps, un chantier naval à l'ancienne, avec des bateaux posés sur cale, parfois bien droits, parfois à peu près, calés comme on peut, avec cette logique imparable ici, si ça tient, c'est que c'est bon. Et là, dans un coin du chantier, on tombe sur le cœur du spectacle, des charpentiers de marine qui font naître des gros bateaux en bois, traditionnels, énormes, du vrai savoir-faire qui se voit, qui s'entend et qui sent bon, la sciure. Et là, devant nous, on a juste l'air d'avoir un tas de bois, des troncs, des arbres coupés, enfin rien de très spectaculaire au premier regard, mais ce tas de bois, c'est le point de départ de tout. Tout commence ici avec la quille, c'est la pièce maîtresse du bateau, la colonne vertébrale en quelque sorte, et une fois qu'elle est en place, toute la membrure vient s'y poser et le bateau prend forme. Là on est sur une petite barque de pêche encore en construction, et quand on regarde de près, on comprend tout de suite comment elle est née. Tout en bas, comme je vous le disais, il y a la quille. C'est la pièce maîtresse, la colonne vertébrale du bateau. Et sans elle, bien entendu, rien ne s'aligne. Sur la quille viennent se fixer les membrures. Ce sont en quelque sorte les côtes du bateau. Elles montrent la forme, la largeur et la courbure. Et par-dessus, on commence à poser le bordé, les planches qui forment la coque. Elles sont chauffées, cintrées, parfois serrées contre la membrure, jusqu'à épouser parfaitement la forme du bateau. Et ces bateaux ne sont pas simplement fabriqués pour être beaux sur une photo, ils sont faits pour sortir tous les jours, pour affronter la mer, pour ramener du poisson, pour travailler, et c'est justement ça qui les rend beaux. Ces personnes passent une bonne partie de la journée à recoudre, renforcer et réparer parce qu'un filet, ça s'use vite, ça frotte, ça s'accroche et ça casse. Alors ces petites embarcations bleues, ce n'est pas un décor, elles servent tous les jours. Elles sortent de jour parfois très tôt, suivant les conditions météorologiques. On est sur des petites unités côtières faites pour travailler près des côtes, donc pas fait pour faire des sorties longues ni des pêches lointaines. Ici, on part, on pêche, on rentre. Avec ce type d'embarcation, on pêche des dorades, des crevettes, des gambas, mais aussi, suivant la saison, des sols, des seiches, des rougets et bien d'autres encore. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces petites barques ne veulent pas dire petit métier. Il faut être précis, bien connaître la zone, savoir lire la météo, bref, choisir le bon moment pour sortir ou rester à quai. Et de ce côté du port, on change clairement d'échelle. Là, on est sur des bateaux plus imposants, plus équipés, mais pas sur le même type de pêche. Ils sont faits pour travailler et produire du volume sur des espèces qui se déplacent généralement en banc. Et ici, les pêcheurs parlent souvent de poissons bleus. Ce n'est pas une espèce précise, c'est une catégorie. Il s'agit de poissons qui vivent en banc, souvent près de la surface. Et dans cette catégorie, on retrouve principalement la sardine, l'anchois et le maquereau. Alors on va pas se mentir, hein, la Tunisie est belle, chaleureuse et lumineuse, mais dès qu'on sort des cartes postales, on découvre trop souvent un pays étouffé sous le plastique. Par endroits, le paysage en est recouvert. Alors ce n'est pas une critique, c'est juste le regard d'un voyageur. Et on recherche encore moins une Tunisie aseptisée, nickel chrome. On l'aime telle qu'elle est, entière, vivante et avec ses contrastes. Alors il y a une dynamique qui s'est installée autour du sujet, puisque des associations tunisiennes se sont emparées avec énergie du problème. Alors les efforts sont palpables dans certaines villes, c'est encore un début loin d'être généralisé, mais c'est une observation qui donne envie d'espérer, sans édulcorer la réalité.
Ici, ce n'est pas un décor de film, c'est un coffre-fort géant, vieux de plusieurs siècles. On se trouve à Médénine, dans le sud de la Tunisie. Et ici, pas de gratte-ciel, pas de béton flambant neuf. On empilait la vie à l'horizontale et à la verticale. Bienvenue dans l'Exar. Un ksar, c'est un grenier collectif fortifié. Chaque petite cellule s'appelle une gorfa et on y stockait le blé, l'huile, les dattes. En bref, ce qu'on protégeait ici, c'était les biens les plus précieux. Ici, les tribus vivaient dispersées, mais leurs récoltes étaient protégées ensemble. Ces constructions datent pour certaines de plusieurs siècles et elles étaient pensées pour résister à la chaleur, aux intempéries et aux pillards. Chaque mur a vu passer des générations et en voit encore passer aujourd'hui puisque quelques niches sont encore utilisées. لك في عيد ميلادي لا ففرح لا عيد لك في عيد ميلادي لا ففرح لا عيد خير كان جيت في حياتي ولا خير كي مشيت نحكي لك كتواتي وما صاب كان ريت ما صاب كان ريت نجاحي وانت اللي شكيت ما صاب قبلت سماحي طلبتو لين مليت خير كان جيت في حياتي ولا خير كي مشيت بك شي نهار تواتي تيح العين في العين. Mais la région de Tataouine, c'est aussi ça, un véritable coffre-fort XXL. On se trouve dans une forteresse grenier et de l'extérieur, tout est volontairement fermé. On y retrouve des murs massifs, une seule entrée, puisqu'ici on cherchait essentiellement la sécurité. À l'intérieur, tout change. Le ksar s'organise autour d'une place centrale. Tout autour, on voit ces petites cellules superposées sur plusieurs étages. On les appelle des gorfas et ce sont des chambres de stockage attribuées à chaque famille. Chaque gorfa servait à conserver les denrées à l'abri de la chaleur, de l'humidité et des pillards. Et pour accéder à certains, pas d'escalier moderne, pas de rampe sécurisée, juste des escaliers étroits, raides et parfois, comme celui-ci, impressionnant. Mais peu importe, à l'époque ça suffisait. On montait par là, on circulait par là tous les jours. Ce ksar aurait été construit vers 1699, puis agrandi par la suite et a été utilisé jusqu'au début du XXe siècle, jusqu'au début du protectorat français. Alors on a parcouru des milliers de kilomètres et pourtant, ce qui nous a fait sourire aujourd'hui, c'est ça, Tataouine, 5 km. En France, ce nom signifie qu'on est au bout du monde. Et ici, c'est juste la prochaine étape. On se trouve à Tamarza dans le sud-ouest de la Tunisie. Juste derrière nous, une oasis, de l'eau, de la verdure. Bref, un endroit calme où on pourrait rester des heures. Et ce qui est incroyable ici, c'est qu'en même pas 100 mètres, le paysage bascule complètement. On quitte la verdure pour se retrouver au milieu de canyons immenses. On a vraiment l'impression de changer de monde en quelques minutes de marche. Et c'est ça qui marque le plus ici. La Tunisie est pleine de contrastes. Et parfois, il suffit de faire quelques mètres pour passer d'un paysage à un autre. Et voilà, cette virée en Tunisie touche doucement à sa fin pour nous. On a traversé des paysages incroyables
Du désert avec de magnifiques oasis, des villages perdus et des grandes villes chargées d'histoire. Et on a rencontré des gens, beaucoup de gens, des pêcheurs, des artisans, des bergers, des commerçants. Et tous étaient toujours prêts à discuter, voire même à partager un bout de leur quotidien. Et ça, croyez-moi, ça vaut tous les kilomètres du monde. On est arrivé dans ce pays avec des a priori, des choses qu'on a vécues dans un autre pays du Maghreb et qu'on ne voulait pas revivre ici. Eh bien, on a fait le bon choix. On a trouvé un pays accueillant, des gens simples, commerçants oui, mais dans le bon sens du terme. Ce sont des gens qui travaillent, qui discutent, qui négocient souvent mais sans pression. Et ça change beaucoup de choses quand on voyage. Par contre, disons-le franchement, on a trouvé un pays sale, excessivement sale par moments. Alors ici, c'est l'exception qui confirme la règle puisqu'ils entretiennent un minimum les lieux touristiques. Et Dieu sait qu'on en a vu des endroits horriblement sales en voyageant, mais ce pays décroche très clairement la palme. Mais ça gâche les lieux qui sont parfois magnifiques à la base. Mais ce qu'il est important de dire, c'est que partout où on est passé, on a été accueillis, aidés, renseignés. Tout le temps avec beaucoup de gentillesse et de simplicité. Alors merci de nous avoir suivis tout au long de cette aventure en Tunisie. La route continue et comme d'habitude, on vous emmène avec nous.